Et l'autre chose aussi, je suis candidate, avant que je ne candidate, je suis candidate pour 5 ans. Oui. Je me réveille un matin, on me parle de mandat de 7 ans. 7 ans. C'est embêtant, ça ne respecte rien. Et je pense que nos autorités, à un moment donné, peut-être qu'ils ont pensé que c'est bien, mais il faut qu'ils comprennent aussi que c'est pas bien. Et c'est l'occasion d'appeler tous les anciens présidents de la Cour constitutionnelle et toutes les institutions d'ailleurs à vraiment se désengager. Ça n'honore pas le Bénin, ça n'honore non plus leur image, encore moins l'histoire et tout ce qu'ils ont eu à écrire comme belle page pour notre pays. La scène politique béninoise s'anime et les visages de l'engagement se multiplient à quelques semaines des élections du 11 janvier 2026. Nous recevons aujourd'hui l'un de ces visages féminins jeunes et résolument tournés vers le terrain. Il s'agit de Nyoki Sakasero, membre du Parti Les Démocrates. Elle est également candidate aux législatives dans la 7e circonscription électorale qui regroupe d'ailleurs Niki, Sinandé, Kalale et Bembereke. Sous la bannière du principal parti de l'opposition, les démocrates, conduit par l'ancien président Boni Yayi. Assistante de députée, elle côtoie les réalités du Parlement et se lance à nouveau dans la course aux législatives avec une ambition claire. Bienvenue à toutes et à tous sur Culture TV et bienvenue à notre invitée. Merci d'être avec nous, Madame Nyoki Sakasero. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur et pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer et de faire savoir aux Béninois ce que nous pensons de la vie politique en général de notre pays. Merci d'être passé, plaisir partagé pour nous, je vais dire. Un entretien ouvert que je co-anime d'ailleurs avec mon collègue Mora Jacques Mansa. Bienvenue à vous aussi. Merci. Bonsoir Carmel, et c'est un plaisir pour moi d'être là et de partager alors ce plateau avec toi. Bienvenue également à notre invité. Merci. Alors, sans transition, on va bien sûr passer à la première question. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à vous engager en politique aujourd'hui? Merci. Je me suis engagée en politique parce que d'abord, je suis citoyenne béninoise, parce qu'il faut l'être pour s'engager. Et je me suis dit, j'ai voulu quand même défendre un certain nombre de choses. Et je me dis, là où il faut en fait aller pour se faire entendre, pour que notre contribution soit valorisée, c'est un milieu politique et je crois que c'est ça qui m'a le plus motivée à m'engager politiquement, histoire de contribuer aussi à la construction de ma nation. D'accord, c'était déjà prévu dès le départ depuis vos études, c'est ça? C'était déjà orienté? Oui, mais moi-même je ne voyais pas ça venir. J'avoue que je ne le voyais pas venir parce que j'étais encore élève quand ça a pris. Et mes professeurs disent aujourd'hui que bon, ça ne pouvait que devenir ce que c'est devenu, c'est qu'ils me voyaient déjà politique. Et je me rappelle en classe de terminale quand je finissais, parce que j'avais l'habitude de fatiguer un peu l'administration quand ça ne va pas et quand ça n'arrange pas les élèves. Donc c'est arrivé où j'ai été punie, on a aussi réagi, on a fait des messages et c'était pas en fait habituel dans la zone rurale que nous sommes. Et donc ce message, je crois que ça a touché l'administration. Certes, on a été punis pour ça. Mais à la fin, le résultat était bon aussi. Je crois que le directeur, je me rappelle encore, comme si c'était hier, il est venu et dit, mais je te mets en contact avec tel leader. Je m'abstiens de donner le nom parce qu'on n'est pas du même parti politique avec ce leader. Je dis pourquoi? Il dit non, que tel qu'il m'a vu défendre ici, je serais plus utile en politique. Je dis, bon, je suis venue à l'université, j'ai milité dans d'autres associations et tout. Bon, petitement, l'engagement politique est venu. C'est vrai que j'ai fait d'autres associations avant. J'ai défendu d'autres causes avant d'entrer en politique. Parce que après ce passage, je me suis dit, bon, là-bas, c'est plus proposition pour que ce soit vraiment pris en compte. Il faut aller aussi dans un milieu où tout le monde est pratiquement écouté. Bon, voilà. D'accord. Un milieu où ça aura plus d'impact. Ouais. D'accord, et vous y êtes arrivé. Moi, j'ai par contre une question. Pourquoi le parti Les Démocrates? Pourquoi vous avez plutôt alors décidé de militer, sinon de mener votre action politique au sein de l'opposition, quand on sait que on a peut-être beaucoup plus de chance avec la mouvance de gagner des postes, etc., de vite passer? Pourquoi? Vous faites bien de le souligner. J'avoue que j'ai adhéré au parti Les Démocrates parce que après l'observation, mais il faut dire que je n'ai pas commencé par le parti Les Démocrates.
J'ai commencé avec les FCBE parce que la gouvernance... Au pouvoir à l'époque. Oui, au pouvoir. Okay. Et je trouvais que c'est un peu plus social. Certes, il y a peut-être... Tout n'était pas parfait, mais au moins ça se concentrait sur l'humain. Et je crois que c'est ce qui justifie également mon appartenance au Parti Les Démocrates parce que je suis pas nature de la social-démocratie. Je crois en l'humain et je crois que tout développement devait être centré sur l'homme. Donc, raison pour laquelle j'ai adhéré à ce parti qui partage la même idéologie, les mêmes valeurs que moi. Et aujourd'hui, nous nous trouvons quand même, je crois, plus proches de la population béninoise. Ce n'est pas pour se vanter, je crois que c'est pas politique. On l'a vu la veille des élections avec... le refus de la participation des démocrates à la présidentielle de 2026. J'avoue que beaucoup de Béninois, si le bilan médical devait être fait, il y en a beaucoup qui en ont souffert. C'est là la preuve que nous sommes proches de la population. D'accord. Alors, mais puisque vous parlez de, si tu permets, d'idéologie, là vous êtes du Parti Les Démocrates, dirigé par l'ancien président Boni Yayi. Et qu'est-ce qui vous lie politiquement et idéologiquement? Bon, politiquement, je crois que c'est ça. Il est très humain, il est plus pacificateur, il adore tout ce qui est paix. Je crois que c'est un homme assez calme. C'est un homme assez conciliateur. Et je crois que c'est toujours avec bonheur qu'on collabore et qu'on travaille avec lui. Pour ce qui concerne l'idéologie, je suis de la gauche, il l'est également. Donc, par nature, quand vous avez les mêmes valeurs, vous incarner les mêmes valeurs, votre collaboration, votre cohabitation est plus facile. Facilement. Donc, voilà un peu. Et je crois qu'à travers ce que nous défendons aujourd'hui, certes, vous êtes dans une posture qui ne vous permet pas de prendre position. Vous pouvez voir un peu ce que le parti fait. Exactement. Bon, voilà. On vous laisse le dire à notre place. Néanmoins, on aimerait quand même savoir votre position. Quel est le regard que vous portez par rapport à la gouvernance d'aujourd'hui? Bon, la gouvernance d'aujourd'hui, on a un pouvoir qui essaie à sa manière de faire ce qu'il peut, mais avec tout ce qui va avec comme conséquence, tant positif que négatif, mais notamment négatif parce que l'humain est mis de côté. Nous avons un pouvoir ultra-capitaliste. Et donc, ça dérange. Pour la social-démocrate que je suis, ça dérange quand on voit qu'on se dit, on se fait un plan de développement qui met carrément l'homme à côté. Et on a l'impression que le pays est dirigé et tout est fait en fait pour une classe d'hommes donnés. Et puis, toute la grande classe qui n'a pas un certain niveau de vie n'avait pas le droit en fait de vivre heureux dans leur propre pays. Donc, ça dérange un peu. Nous sommes également avec un pouvoir plutôt qui justifie peu, c'est-à-dire que la transparence n'est pas au rendez-vous, alors qu'on est censé être en démocratie au Bénin. Mais c'est dérangé, la démocratie est malade, ça, ce n'est qu'une répétition. On n'ose pas dire qu'elle est comateuse, sinon franchement ça ne va pas sur le plan démocratique. Les droits également fondamentaux des hommes, tant des politiques que des civils, ne sont pas respectés. Bon, on sait le nombre d'hommes que nous avons en exil, on connaît le nombre de gens que nous avons en prison juste parce qu'ils ne sont pas en accord avec ce qui se passe ou juste parce qu'ils ont porté un regard différent à la gouvernance actuelle. Et là, franchement, ce n'est pas quelque chose à saluer. Je crois que le Bénin ne mérite pas ça. Le Bénin ne mérite pas tout cela, également les enlèvements qu'on fait des gens qui ont quitté le pays, qui se sont retrouvés ailleurs, mais qu'on a fait des avions, par exemple, pour aller chercher des Béninois ailleurs, alors qu'il était utile, peut-être que c'est dans l'information qu'ils donnent aux autres Béninois qu'ils dérangent, vous imaginez un peu. Donc, ce n'est pas une gestion souhaitable pour le Bénin, et c'est ce qui justifie notre engagement et notre volonté à conquérir le pouvoir et le gérer autrement. Développer sans casser, sans se foutre, sans mettre l'humain de côté. D'accord, mais quand vous dites mettre l'humain de côté, ils vous diront quand même qu'il le faut pour les humains. Ce sont ces humains-là qui vont passer, bien sûr, ou bien qui vont utiliser quand même côté infrastructure, par exemple. Ils diront que c'est quand même ces humains qui vont s'en servir. Bon, je crois que ce qui est heureux, c'est qu'à l'entame de ce gouvernement, notamment le chef de l'État, quand il était venu, il avait dit qu'on ne mange pas les routes.
Je crois que ça, je le répète. C'est pour dire en fait qu'on peut avoir de belles routes, parce que c'est généralement ce qu'on nous vend avec ce pouvoir, c'est les routes qu'on nous vend. Mais au même moment, il faut avoir le moyen de circuler. Ça, c'est un. Il faut aussi avoir la liberté de circuler, parce qu'on ne peut pas te priver de tes droits de réfléchir autrement. On ne peut pas te priver de tes droits d'agir, de commercialiser ou de vendre ce que tu veux, par exemple, et qu'on te dise qu'on a construit la route. Finalement, on se dit, bon, la route est construite peut-être pour des touristes qui vont venir visiter, et on a embelli une ville pour accueillir peut-être des étrangers et faire une bonne pub. C'est une sorte de make-up dans la saleté, en fait, parce que l'humain, le Béninois, en fait, ne sent pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Et même à Calavia, à côté, quand vous tournez après le goudron, c'est la cata. C'est la catastrophe. Oui, lorsqu'on parle vraiment... les frais médicaux, un problème. Oui. Bien sûr, du côté du Bas-Fond, comme du côté de Wedo et tout, quand vous allez, vous découvrir le vrai Bénin se trouve là-bas. Le vrai Bénin, c'est pas aux abords. Ça, c'est des boutiques qu'on peut voir en dehors peut-être de l'administration, des ministères et autres. Mais le reste, est-ce que les Béninois mangent à leur faim? Est-ce qu'ils ont au moins 3 repas par jour? La réponse est non pour la plupart. Est-ce qu'ils se soignent comme il se doit? La réponse est non. Des suicides, c'est avec ce gouvernement on a enregistré plus de suicides. C'est avec ce gouvernement on a enregistré aussi des départs et des gens qui se sont fait noyer en bateau en voulant quitter leur pays. Ça veut dire que ça doit inquiéter. D'ailleurs, ça inquiète et c'est ce qui justifie. Vous avez des chiffres qui vous permettent des comparaisons? Vous reconnaissez quand même qu'il y a quand même un bilan. Un bilan, même s'il est, selon vous, mitigé. Il y a, en dehors de ce que vous mentionnez, c'est-à-dire les routes, les infrastructures et tout, il y a quand même les tracasseries alors routières qu'il n'y en a plus, hein, quasiment, je ne sais pas. Et puis, il y a également la digitalisation où désormais depuis chez soi on peut facilement avoir accès à des services. Moi j'ai vu des gens qui ont dit désormais si je peux avoir mon date de naissance sans me déplacer, moi ça me va, ou encore si je peux obtenir une carte alors depuis chez moi, écoutez c'est bon. Au niveau social, il y a à faire, et comme je pense le président le dit toujours, qu'il est un humain et qu'il ne peut pas tout faire et qu'il va passer la main pour que les autres continuent la bataille. C'est bien, vous avez parlé de la digitalisation, c'est une bonne chose et je crois que la digitalisation n'est pas en fait une invention du gouvernement actuel. C'est aussi ça, il faut rappeler aux Béninois. Peut-être il y en a beaucoup qui n'ont pas pris l'habitude avant qu'ils ne viennent. C'est un relais et l'État, le gouvernement, l'État est une continuité. Bien sûr. C'est l'administration. Je crois que pour arriver à parler de digitalisation, il faut avoir Internet. Pour avoir Internet, il faut avoir le réseau. Le gouvernement passé a dû installer dans chaque arrondissement du Bénin des antennes, des pylônes pour construire tout ça, pour que nous ayons d'abord le réseau. Après cela, le processus de digitalisation a été également amorcé. Je me rappelle bien, à la DGI, je crois que bien après même l'arrivée du gouvernement, il y a des signatures des gens qu'on a même à un moment donné renvoyés de la Direction générale des impôts, mais qui ont en fait commencé le processus de digitalisation. Et la signature est restée pendant un moment. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est pour dire que ce n'est pas une fabrique du gouvernement. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont continué. Et je crois que je l'ai rappelé une fois à une séance au chef de l'État pour dire que moi, je salue cette idée de continuité, mais au fond, faire croire que ce n'est qu'entre 2016 et 2000, peut-être 25, que la digitalisation est née au Bénin, eh bien, c'est peut-être ne pas connaître l'histoire et peut-être se focaliser ou avoir l'âge majeur entre 2016 et le reste. Donc, je crois que c'est peut-être un manque d'information, mais il faut saluer qu'il continue et bien d'ailleurs ce qui se passe. Et en dehors de ça, bon, quand vous parlez de la carte et tout, oui, une chose est d'avoir la carte en ligne, l'autre chose est d'avoir le moyen de payer pour d'abord même l'avoir. Parce que c'est un problème. Nous savons combien nous sommes sollicités. Peut-être que vous-même, vous en faites partie. Des gens sollicitent pour le service minimum. Il faut se poser des questions. Quand vous n'avez pas la bonne santé, vous avez besoin de soins et que les hôpitaux sont fermés ou carrément parce que vous êtes en manque d'argent, on vous renvoie. On en observe à l'hôpital de zone de Calavi. Vous pouvez faire un tour, c'est la catastrophe.
On renvoie des gens parce qu'ils n'ont pas pour les soins primaires. Pourtant, c'est aux urgences. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a tout ça aujourd'hui qui n'est pas pris en compte. Les dialysés, on a longuement fait le débat, mais c'est des humains, c'est des Béninois. Tout le monde n'est pas dialysé, c'est une infime. Donc, pourquoi ne pas les prendre en charge? Ça aussi, c'est des questions sur lesquelles il faut revenir. Et quand vous avez un seul parent malade et qu'il faut peut-être vous vider pour le faire, vous allez comprendre que tout ce qu'il y a de l'autre côté comme réalisation, en fait, ne peut pas avoir d'impact positif sur vous parce que vous avez une charge énorme que l'État aurait pu prendre en charge, mais qu'on vous a abandonné finalement. On vous aurait compris, votre objectif est bien clair, le social d'abord, et en même temps, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels font face les populations de Niti, Sinandié, Kalale ou encore Bembereke? Bon, déjà le premier défi, c'est le défi sécurité. Et je crois que tous les Béninois savent aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé dans la Takura, la Libori, finalement, les terroristes ils ont trouvé ménage quelque part non loin de Kalale, une commune de Kalale qui s'avère être une commune de ma circonscription. Je crois que c'est le principal défi d'abord parce qu'il faut la cohésion d'abord pour parler du reste. Après le souffle, je crois c'est la cohésion. Donc le défi sécuritaire, il y a ça. Où c'est des enlèvements tout le temps, des sages-femmes qui sont parties, qu'on n'a pas encore relâchées, des tueries tout le temps dans des mosquées. Et c'est devenu fréquent, même si on communique peu sur ça, mais je crois que c'est un défi majeur. L'autre chose aussi, c'est le chômage. La jeunesse abandonnée à son sort, sacrifiée, s'il faut oser aussi le mot. Je crois que la jeunesse a fini d'étudier. Finalement, c'est comme si on a même fait l'option de former des chômeurs. C'est dérangeant, mais c'est la réalité. Il y a également le défi sanitaire. Il y a encore des villages reculés qui n'ont pas les centres de santé ou ce qui existait, qui servait quand même de centres de recours ont été fermés. Bon, je peux comprendre que ce soit dans une logique d'assainissement du système, mais au même moment, il faut aussi voir la proximité parce qu'il s'agit de santé. Une personne en danger a besoin ne serait-ce que du minimum. Oui, et dans l'urgence. Donc, il y a tout ça, le défi économique, n'en parlons pas. Vous avez vu, à Kalale, toujours, on a tué un Béninois, un jeune Béninois de 30 ans, juste parce qu'il s'opposait à ce qu'on lui demande de vendre un produit que lui-même il a produit dans son champ. Parce qu'il n'a pas voulu vendre ça au moment où on le voulait, ça lui a coûté sa vie. En dehors des dégâts, sa femme était enceinte, on est allé, on a observé tout ça. Sa femme était enceinte, vous pouvez imaginer les familles, ses parents qui devaient prendre en charge, les enfants, la femme, le bébé qui va naître et qui va apprendre que son père est parti parce que l'État s'est retourné contre un citoyen, contre le citoyen qui savait être son père. Je crois que c'est assez de défis que nous avons et qu'il faut relever, pas seulement nous, mais ensemble avec tous les autres Béninois. Et c'est ce qui justifie notre combat. Notre combat, d'accord. Mais quand vous dites que l'État s'est retourné contre l'État, son rôle, c'est protéger les citoyens d'abord. C'est vrai. En fait, c'est justement pour ça que c'est un peu paradoxal. Je me dis que l'État s'est retourné parce que quand on dit que la personne est tombée par balle de la police, vous pouvez imaginer ce que ça donne. La police fait un travail impeccable, mais il y en a aussi qui désertent. Une balle perdue peut-être. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça balle perdue, mais toujours est-il que c'est venu. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on en arrive aux balles alors qu'on pouvait s'asseoir et discuter? Est-ce qu'il faut aussi voir qu'est-ce qui a généré tout ça? Parce que c'est des lois, c'est l'interdiction d'exportation et au même moment la fermeture des frontières, c'est ces mesures-là antisociales qui ont conduit à tout ça. Parce que certes, quand il faut développer, il faut demander à chacun le minimum de sacrifice, mais on ne peut pas demander à une seule couche tout le sacrifice qu'il faut pour tous. Là, on comprend qu'il y a d'énormes défis dans la 7e circonscription. Vous êtes candidate pour les prochaines élections législatives dans cette circonscription. Face à ces défis, quelles sont les propositions que vous défendez? Ok. Bon, face à ces défis, la première des choses, je pense qu'il faut s'asseoir ensemble.
Certes, on a parlé là de la 7e circonscription, mais c'est général quand on va dans toutes les localités du Bénin, même si ce n'est pas forcément la même chose, c'est similaire. Oui. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut s'asseoir et ensemble proposer des solutions. Pour ce qui concerne le côté sécuritaire, tout n'a pas commencé par le Bénin. Et je pense que traditionnellement, nous avons peut-être des gens, et parmi des chasseurs traditionnels, par exemple, ou qui, de ces gens-là, dans nos localités, qui assuraient la sécurité, qui ont une certaine maîtrise du terrain, par exemple, sur le volet sécuritaire, mais qui sont peu exploités, sinon pas exploités. Et je pense que cette synergie, de ces acteurs-là, avec la police, avec l'armée béninoise, vont permettre quand même de faire reculer l'ennemi du Bénin qui se trouve dans ces zones-là. D'autres choses aussi, je pense, quand on va s'asseoir et dialoguer, peut-être que des gens qu'on enrôle, peut-être c'est des jeunes, souvent c'est des jeunes de la localité qui se retrouvent remontés parce que peut-être fatigués et mal coachés, mal informés, ils se retournent contre leur propre pays, contre l'État, alors que ce n'est pas forcément l'État la faute. Il faut aussi les orienter. Peut-être les assises vont permettre à ces jeunes de comprendre en fait que c'est peut-être petitement, il faut construire les choses, mais au même moment, il faut qu'ils acceptent une mini-peine d'un moment pour jouir de tout ce qu'il faut. Donc, je crois que le dialogue est nécessaire à ce niveau. Pour ce qui concerne... et ça, du côté législatif, je crois qu'il faut prendre des mesures, il faut proposer une loi ou modifier tout ce qui concerne la sécurité, de sorte à mettre à contribution les acteurs traditionnels que nous avons pour lutter contre ce phénomène-là. Aussi, du côté sur le plan économique, bon, c'est déjà dit, hein, on a proposé, les gens n'ont juste pas voulu, des questions ont été posées, ils n'ont pas voulu répondre. Je crois qu'il faut revoir ça. Parce que ce qu'on met contre, en fait, ce que le gouvernement met pour se défendre concernant tout ce qui a été pris comme mesure contre le soja, par exemple, le cajou et tout ce qui reste, c'est l'industrialisation. Et je crois qu'en principe, quand le processus d'industrialisation est amorcé, le producteur, celui qui est censé fournir la matière première, était censé être le plus à l'aise parce que c'est son pays qui transforme directement. Il se dit qu'il est plus en sécurité, mais nous voyons le contraire. Et là, je pense que nous allons proposer une loi de sorte à ce que le Bénin, tout en voulant transformer, puisse s'aligner sur le minimum, le plancher dans les autres pays et puisse aussi acheter et ouvrir la concurrence parce que c'est quand la concurrence est ouverte aussi que le producteur arrive à vendre son produit, à profiter du prix. Parce qu'on ne peut pas confiner les gens dans une sorte de bon, vous me livrez tout et je vous donne ce que je veux. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et donc, la solution, c'est de prendre des mesures. Une loi a été votée l'année passée pour permettre, par exemple, à la GDIZ ou à la CIPI, quand ils n'ont pas la possibilité de tout transformer, qu'ils aient la possibilité d'exporter. Vendre 40 sacs pour acheter 40 sacs de soja pour acheter un ordinateur pour son enfant. Vous pouvez imaginer 40 sacs pour quelqu'un qui a une fois cultivé, il sait ce que ça signifie. C'est dangereux. Nous allons proposer des mesures allant dans ce sens-là. Sur le côté sanitaire, je crois que nous allons proposer, parce que nous ne sommes pas le gouvernement, c'est des lois pour amener tout décideur, que ce soit nous, que ce soit un autre gouvernement, à faire en sorte qu'il y ait des services médicaux minimum par zone pour sauver des vies, parce que tous les Béninois contribuent au développement du pays. Ils ont aussi le droit de bénéficier de tout ce qui est service que l'État offre. Sur le chômage de la jeunesse, ça s'est crié partout. On l'a fait savoir où on le veut. La loi sur l'embauche, c'est esclavagisant. La loi sur l'embauche ne protège pas le travailleur béninois. Et quand on parle de la main-d'œuvre, je crois qu'il faut faire recours à la jeunesse. Et donc, quand on a une loi où c'est carrément des contrats à durée déterminée que les gens vont bénéficier, encore que nous savons dans nos associations le salaire, ce que ça coûte et tout, on est là en train de construire une jeunesse qui
paralysé, si je peux le dire, parce que quand on n'a pas le moyen qu'il faut pour s'épanouir, on ne peut même pas concurrencer avec un jeune d'ailleurs. Et je crois que quelque part aussi, pour développer un pays, il faut se lancer le challenge en se comparant à plus grand que soi. Donc la loi sur l'embauche, c'est une loi. Certes, ça a été proposé, on ne l'a pas eu. Dès qu'on aura la majorité, je crois que nous allons penser aux Béninois, à cette jeunesse-là, qui est confrontée à tout ce qui est dérive concernant cette loi. Et ce sera corrigé. C'est toujours le travail de l'Assemblée nationale. Eh bien, merci pour ces précisions. Déjà, ces propositions venant quand même d'une jeune femme leader et dans un monde ou bien une scène politique masculine. On se demande quand même si ce n'est pas une pression supplémentaire ou plutôt une force. Est-ce qu'il faut appeler ça pression, force? Oui. Bon, ça dépend de qui est en face. Moi, je pense que c'est une force. D'accord. Ce n'est pas une pression. J'ai toujours voulu apporter ma pierre à la construction de l'édifice qui est le Bénin. Je crois que c'est une force que de me mettre sur la liste et que je puisse aussi me lancer, conquérir et dès que j'ai le pouvoir faire de propositions que je trouve en phase avec mon engagement, mais aussi qui arrangent les Béninois à l'Assemblée nationale. C'est une force parce que nous avons un parlement. Bon, certes, il y a quelques jeunes, même si la jeunesse, en principe, c'est au plus 35 ans. Mais on se dit qu'on a quand même des gens qui sont un peu plus proches de la jeunesse, jusqu'à 40 ans, on peut se le permettre en Afrique. Mais quand on voit les décisions qui sont prises, j'ai tout à l'heure parlé de la loi sur l'embauche, je crois que c'est parce qu'il y a moins de jeunes pour comprendre ce dont il est question. La plupart qui se retrouvent là-bas, c'est peut-être des retraités, ou, vous voyez. Donc, ils ne voient pas trop. Parce que là-bas, c'est l'avenir de la jeunesse qui est engagé, de nos futurs enfants. Et quand on est jeune, quand on vit la situation et qu'on arrive là-bas, je crois qu'on a un regard différent. Et les propositions aussi vont être différentes parce qu'on se dit, mais c'est notre avenir qui est en jeu, il va falloir défendre. Je crois que c'est plutôt une force que de se retrouver. Et si je suis élue, je pense qu'il sera encore plus facile pour la jeunesse de me parler des choses que j'ignore et de comprendre pour tenir compte de tout ça, pour faire des propositions, pour faire avancer la chose. Et femmes, bon, c'est toujours la même chose, c'est d'écouter aussi l'autre voix qui a longtemps été ignorée, mais que depuis 90, le Bénin travaille à mettre dans la scène et à écouter et aussi à placer au niveau décisionnel. Nous sommes dans le processus et je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait de leur mieux. L'actuel aussi continue. Oui, justement, surtout par rapport au positionnement pour les législatives où il est imposé que dans chaque circonscription, il y ait quand même une femme. Voilà. Peu importe ce qui se passera, n'est-ce pas? Voilà. D'accord, et je pense que vous soutenez plutôt cette proposition du gouvernement. Oui, on ne rejette pas tout. On ne rejette pas tout. Il y a des choses sur lesquelles, même quand on pense qu'on rejette, parfois nos critiques les amènent, quand on tape peut-être un peu fort, ça les amène. Les AME, je me rappelle, il y a eu un reversement. À un moment donné, ils ont revu, au lieu de 3 mois de suspension de salaire, tout ça a été revu. C'est la pression du parti. Mais au début, on se disait, ils demandent trop et tout. Mais on n'est pas enseignant, mais on pense que ce n'est pas normal. À un moment donné, le gouvernement a compris et a revu ça. Et c'est le rôle de l'opposition, faire entendre ce que peut-être le gouvernement n'a pas envie d'entendre. Parce que quand on dirige, quand on est quelque part, on est tenté de vouloir que des éloges, de vouloir que les gens applaudissent. Mais il faut quelqu'un de courageux. Il faut quelqu'un qui puisse aussi avoir le courage de venir vous dire à tel niveau, mais c'est pas normal, à tel niveau, ça ne va pas, il faut revoir ça. Et je crois que c'est notre rôle. Un bon mouvancier, c'est quelqu'un qui apprécie, qui suit l'opposition, parce que l'opposition lui permet d'avoir un bon bilan s'il tient compte de tout ce que l'opposition lui revendique et des orientations qu'il donne. Alors, je profite bien pour poser la question par rapport à la nouvelle constitution, donc votée là récemment, promulguée d'ailleurs, alors qui désormais impose une trêve politique. Quel est votre regard par rapport à tout cela? Bon, je crois que je ne serai pas longue. On va parler de la généralité. On a lu, on a vu ce que c'est devenu. Déjà, la révision fait entendre que
quelqu'un qui a dirigé pendant 10 ans remet en cause toute la confiance qu'on lui a accordée, toutes les prérogatives que cette personne a eues. On a l'impression qu'à travers cette loi, c'est comme si, l'institution qu'est le président de la République est vidée de son pouvoir en quelque sorte, de même que le Parlement. Et ça dérange. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis fière si c'est dans ces conditions nous allons travailler à l'Assemblée nationale où il faut peut-être prendre des lois. Et après, les gens se retrouvent au nom de, je ne sais même sur quels critères, ils se retrouvent étant du Sénat et qui viennent dire revoyez ceci. La crainte, certes, ce n'est pas encore appliqué et j'aurais même voulu m'abstenir d'en parler parce qu'on n'a pas vu à l'application comment ça va se passer. Mais ça fera une sorte de bicéphalité, si ça existe le mot. On a un président de la République qui devient un ministre, si on peut le dire ainsi, parce que c'est finalement le Sénat qui a le pouvoir. Est-ce que pendant 10 ans, on n'a pas pensé à ça? Il faut attendre la fin du mandat pour sortir ça. Ça amène à se poser des questions. Ça amène à se poser des questions. Et quand on voit les acteurs qu'il faut retrouver dedans jusqu'aux anciens généraux ou je ne sais quoi, retraités, je ne sais pas. La politique, c'est la politique. Et en 90, on a fait l'option de faire quitter les militaires. Et c'est d'ailleurs pourquoi le 7 passé, nous tous, on a dénoncé ce qui s'est passé. Ce n'était pas bien pour notre pays. Donc, quand on revient, on se dit, il faut tel et tel, ça dérange un peu. Donc, cette trêve qu'on dise qu'on n'a pas le droit de critiquer le pouvoir, seulement il faut attendre 1 an de la fin du mandat, par exemple, avant de commencer par critiquer et tout, ça dérange. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut permettre au pouvoir de se mirer devant ses responsabilités. Et pour qu'il y ait ça, c'est la critique qui va permettre cela. Tout ça, c'est interdit. On dit en un an, la personne a fini. Si c'est un voleur, il a tout volé. Si c'est quelqu'un qui veut brûler, il a déjà tout brûlé. Peut-être même qu'il n'existe plus d'hommes pour venir critiquer. C'est pas bien. Je pense que ce n'est pas bien pour notre pays. Et les libertés aussi sont carrément bafouées avec ça. Et on banalise l'Assemblée nationale. En démocratie, je ne pense pas. Et je crois que ça n'existe même nulle part. En tout cas, pour le moment, avec mes recherches, je n'ai pas trouvé un Sénat qui fonctionne ou qui a été composé comme la nôtre et qui a des attributions comme celles attribuées au Sénat actuel. Et l'autre chose aussi, je suis candidate. Avant que je ne candidate, je suis candidate pour 5 ans. Oui. Je me réveille un matin, on me parle de mandat de 7 ans. 7 ans. C'est embêtant, ça ne respecte rien. Et je pense que nos autorités, à un moment donné, peut-être qu'ils ont pensé que c'est bien, mais il faut qu'ils comprennent aussi que c'est pas bien. Et c'est l'occasion d'appeler tous les anciens présidents de la Cour constitutionnelle et toutes les institutions d'ailleurs à vraiment se désengager. Ça n'honore pas le Bénin, ça n'honore non plus leur image, encore moins l'histoire et tout ce qu'ils ont eu à écrire comme belle page pour notre pays. Mais la Constitution a été promulguée et comme vous l'aviez dit, je pense qu'on va attendre l'application et voir ce que ça va donner. Mais déjà, il faut dire un peu ce que si on appliquait ce qu'on voit banalement, si on appliquait ce que ça peut donner. Oui. Alors, à vous entendre, fait cas de ces événements et bien sûr ce climat politique béninois qui reste tendu suite aux derniers événements. Comment comptez-vous mener cette campagne de façon apaisée? Mener la campagne, c'est pas nouveau, c'est la même chose, c'est d'aller présenter ce que nous proposons aux Béninois, présenter ça aux populations de la 7e pour ce qui concerne les candidats de la 7e circonscription. Les candidats démocrates vont proposer leur projet de législature et laisser les Béninois apprécier à travers leur vote. Exactement. C'est juste ça. Et avoir, il faut parcourir Amo, village et tout ce qu'il faut pour porter le message, se faire entendre et laisser les Béninois faire librement leur choix en comptant, en espérant que au soir des élections, on puisse respecter vraiment ce que les Béninois ont exprimé. D'accord, et on espère également que le message ou bien les promesses seront respectées, puisqu'à la fin, c'est souvent cette crainte. On se dit, oui, ils ont de beaux discours pendant les campagnes, mais après, qu'est-ce qui nous revient comme... on gagne quoi, finalement? Voilà. Bon, ça dépend, mais déjà, je précise, pour ce qui me concerne, je ne suis ni candidate à une élection communale, encore moins pour les prochaines
présidentielle. C'est une élection législative et le député n'a pas vocation de construire, de faire tout ce qu'il... Son travail, c'est de contrôler l'action du gouvernement, c'est de proposer, voter des lois. Et c'est ce que nous ferons et corriger, si nous avons la majorité, les lois que nous jugeons antisociales et proposer de nouvelles lois pour protéger non seulement le Bénin, mais aussi pour amener le Bénin à être vu comme un pays très sérieux à travers la législation. Parce qu'il y a de ces choses-là aussi, quand on se dit par exemple que le chef de l'État peut contracter des prêts et c'est 3 mois après qu'il va en informer l'Assemblée nationale, ça pose un problème parce que c'est la représentation nationale qui est censée apprécier la pertinence, ce qui a gagné ou le pour, le contre dans ce prêt. Et puis que le chef de l'État lui seul se lève et qu'il ait la possibilité de faire ça et d'en informer, ne serait-ce que 3 mois après, peut-être 3 mois après, on a fini de bousiller les fonds, on vient, on présente ça à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bien et je crois que ça diminue un peu le sérieux de notre État. C'est des choses sur lesquelles nous allons revenir quand on aura la majorité. Et je crois que même ceux qui ont envie peut-être de s'exprimer, qui ont peur pour certains passés, vont finir par nous rejoindre pour ce camp. D'accord. En même temps, je me demande ce que vous diriez aux citoyens qui doutent encore de la capacité de l'opposition à proposer des alternatives crédibles. Bon, s'il en a... C'est l'occasion de leur dire en fait que il faut être dans la danse pour être jugé. Et il faut surtout donner l'occasion à celui-là qu'on veut apprécier, à celui-là dont on veut apprécier ou mesurer la capacité, la chance de se mettre dans la danse. C'est l'occasion alors pour ceux qui doutent de travailler à faire en sorte que nous puissions avoir une majorité. C'est l'occasion pour eux de travailler à ce que l'opposition puisse participer à toutes les élections. Parce que le législatif, je l'ai dit, le législateur, c'est plus les lois, le contrôle et tout, c'est notre rôle. Mais il faut d'abord le pouvoir d'État. Et on a vu dans quelles conditions le pouvoir s'est débrouillé pour écarter l'opposition en se tirant des hommes, sous le faux prétexte qu'au sein du parti, il y avait un malaise, mais pas fini. La candidature de ces mêmes personnes sur les listes de la mouvance ont prouvé tout ce qui était en mode silencieux. Et donc, il faut permettre à cette opposition-là de se positionner et de faire ses propositions. Et c'est l'occasion de dire à ceux qui disent que oui, l'opposition propose peu ou bien quoi, et c'est d'ailleurs la fameuse constitution. Aujourd'hui, on demande à l'opposition de tout proposer. Je suis désolée, l'opposition fait observer ce qui ne va pas. Quand il faut proposer, c'est son projet politique, c'est son projet de société à travers son candidat qu'il faut proposer. Demander à l'opposition de venir faire des propositions, c'est dire tous les ministres out, tous les chefs services out. Parce qu'on ne peut pas payer des ministres. Pour un petit pays, on en a combien? Des ministres conseillers encore. Des chefs de service tout le temps en mission payés à nos frais. Et que tous ceux-là soient incapables, quand on leur dit faites ceci pour corriger, qu'ils soient incapables de réfléchir et de trouver la solution. Et il faut encore demander à l'opposition de jouer ce rôle. Ce n'est pas un problème. L'opposition travaille pour le Bénin. Mais en même temps, si c'est un gâchis qu'on fait que le Bénin fait de payer tous ceux-là, alors qu'on les raque et l'opposition prend les commandes et sera apprécié. Simple. Et c'est justement ce que vous avez envie de faire juste après ces élections. Bien sûr, c'est un process. Je crois que notre pays a toujours su surprendre le monde. Certes, c'est dit que l'opposition ne va pas participer aux élections. Je crois que s'ils sont tendus, les gouvernants d'aujourd'hui peuvent revenir à de meilleurs sentiments pour comprendre, surtout avec les événements du 7, ça n'enchante personne. Et quand on les a suivis, ils ont été clairs. Suspension de tous les partis politiques et tout. Quand on atteint un niveau donné, quand on est intelligent, c'est qu'il faut se dire, asseyons-nous, parlons. C'est ce qui s'impose en fait. Quand on est intelligent et on aime vraiment son pays, c'est qu'on s'assoit, on discute, on redéfinit les cartes et chacun se positionne. Parce que sans cohésion, on ne peut rien. On a beau construire, si c'est des choses que nous avons vécues le 7, si c'est comme ça doit continuer, on risque de casser tout. On n'a pas ce souhait-là pour notre pays. On n'a pas deux pays, j'ai pas deux nationalités, j'ai pas autre choix que de vivre au Bénin. 7, ça peut arriver, mais pas fierté. La préférence, c'est le Bénin. Et donc,
on a vraiment besoin de voir autrement, d'agir autrement pour le bien de nous tous. Alors, on retient que vous revenez surtout, vous insistez sur la nécessité de la cohésion sociale, cohésion pour faire face aux défis actuels. Vous êtes en même temps candidate aux élections législatives, on l'a dit, on l'a répété sur ce plateau. Vous avez certainement un message pour vos électeurs de la 7e et pour tous les Béninois. Alors, c'est le moment de passer un message clair. Merci, chers compatriotes béninoises et béninoises. Aujourd'hui, je suis en face de vous. Ce ne serait pas le moment de vous rappeler vos peines et tout ce que vous avez subi, mais c'est plutôt le moment de vous engager ensemble dans la recherche de solutions. Et cette solution, c'est pas le vote. On a les élections du 11 janvier prochain. On a un vote, vous savez tout ce qu'on a eu à proposer au niveau législatif, toutes les questions qu'on a posées qui n'ont pas eu de réponse, qui n'ont même pas été programmées au rôle à l'Assemblée nationale. C'est le moment pour vous de vous exprimer, c'est le moment pour vous de vous faire entendre en soutenant massivement, en sortant le 11 janvier prochain, voter le parti Les Démocrates, lui donner la majorité des députés pour qu'une fois à l'Assemblée avec cette majorité, elle puisse faire voter les lois qu'elle propose, les lois qui vous arrangent, les lois qui sont faites pour vous et les lois pour le peuple béninois, pour notre pays, pour une construction collective de la nation et pour des lois, qui ne sont pas pour un clan ou pour un homme, mais des lois qui protègent tout le monde. Je crois que c'est le moment de vous appeler à voter massivement, je répète, le parti Les Démocrates, pour vous, parce que c'est le parti qui est proche de vous, c'est votre parti, et je vous en appelle vivement, tout en vous appelant également à promouvoir le calme pendant le processus, parce que les tensions, ça peut arriver, mais restez serein, restez surtout assez responsable et tout ce qu'il y a comme poche de violence, trouver le mécanisme nécessaire pour éviter cela et voter dans la sérénité. Mais surtout, restez jusqu'à la fin de la journée pour suivre le vote, parce que quand c'est pas suivi, on risque d'assister à ce qui s'est passé en 2023, où on se retrouve après, les résultats ne sont pas conformes à ce qui a été exprimé dans les urnes. Merci. Eh bien, merci à vous également, Madame Nyoki Sakaseron, pour cet entretien sans langue de bois. La jeunesse béninoise est à un tournant, spectatrice ou actrice du changement. Législative du 11 janvier 2026 diront laquelle de ces voix elle aura à choisir. Eh bien, c'était donc en compagnie de mon cher collègue, Monsieur Jacques Mansa Mora, qui nous a accompagnés, bien sûr, au cours de cet entretien. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'est moi qui te remercie. Et merci également à notre invité. Merci, chers téléspectateurs de Culture TV. Merci. Merci également d'être passé sur ce plateau et à très bientôt, chers téléspectateurs, pour un nouveau rendez-vous politique sur Culture TV.